celle-là. Allez, Ntchango à tous, bienvenue sur un nouveau numéro de votre programme préféré sur Gestor Média, le Gestor Show. Ici, on parle culture, politique, sport, santé, amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté, les peines, les plaisirs, vous-même vous savez. Et son ambiance, c'est mon nom. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver un vendredi de plus et jamais un vendredi de trop pour passer en revue tout ce qui a justement alimenté l'actualité tout au long de cette semaine. Je ne suis pas tout seul puisque autour de cette table, des personnes exceptionnelles. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Wills, le propriétaire de tous les pains, s'il vous plaît? Yes, Mr. Wills, comment tu vas? Ça va très très bien, et vous et toi surtout ce matin. Je vois que tu as la pêche, hein? C'est bien. J'ai la pêche. Ah, c'est bien, Mani, c'est vendredi, c'est que c'est. Madame Mouton, tu connais, man. Et en plus, je profite du flow, de l'aura de notre invité. On va la présenter tout à l'heure. Solomoni du blog Afro Vibe, Blue Flower Boy. Comment tu vas? Flower Boy. Je vais super bien, et ce matin, je vais encore mieux. Ah, From Kolkata. Tu vois? on l'a tellement gazé c'est avec Voilà. Donc là, en fait, je vais trop bien. Et à un moment donné, pour ceux qui s'en rappellent, c'était son AKA. On Ouais, c'était son AKA. sur le plateau. Solomoni, le Flower Boy, qui nous gratifie de sa bonne humeur et nous sommes contents, mesdames et messieurs. Est-ce que on peut faire un maximum de bruit pour Titan Zebi qui nous fait l'honneur, le privilège d'être notre invité aujourd'hui. Et elle a un flow, elle a une vibe, c'est vraiment le wax et à l'honneur. Alors, Titan Zebi est artiste, hein, vous la connaissez certainement. Enfin, au début, on avait du mal à mettre un visage sur la voix parce que ça vous dit certainement quelque chose. Véritable globe-trotteur, elle a parcouru le monde dans l'objectif de promouvoir la langue Nzebi du Gabon. Titan Zebi, au-delà de la musique, c'est un fort caractère. Bien sûr. Toujours. Oui, c'est un fort caractère. C'est une colonne vertébrale bien droite. Et surtout, quelque chose de très important, c'est qu'elle est propriétaire de son propre label Bibaka Productions, sur lequel elle sort ses propres albums. Hein. Donc, de Messiani, sorti en 2011, dans lequel se trouve le grand... Le Samakan. Moi, je dirais Bolangu. Il est bas, morceau incroyable. Et Yukame, que je kiffe. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent à quel point je suis fan de reggae. Et écouter cette chanson, à chaque fois, me met du baume au cœur. C'est aussi l'album From Kolkata, qui est sorti en 2019. Solomoni et Satan. Que Solomoni revendique avec la dernière énergie. C'est son album. Ça, c'est pour lui. Qui est sorti en 2019. L'artiste n'a pas eu l'opportunité de défendre ses projets dans le pays qu'il a vu naître. Et c'est un plaisir pour nous de la recevoir sur le Gestor Show. Titan Zebi, comment tu vas? Je vais très bien, mon Dieu, que de belles choses déjà dites. Je peux déjà rentrer chez moi. Merci beaucoup, je suis vraiment honorée d'être ici, d'être à Gestor Média. Je ne parle pas du Gabon là, je parle de Gestor Média. Je redis, Gestor Média. C'est ça. C'est vraiment une très belle initiative. Je suis vos activités de loin et bravo à ceux qui ont pensé à faire ça. Et je suis harcelée, je disais, par des gens qui me disent, mais pourquoi tes albums ne sont pas sur Gestor? Je ne sais pas combien de messages j'ai reçus de ce genre. Il fallait que... C'est un peu... ça pique, ça fait mal au cœur. Je comprends. Mais c'est parce que moi, j'ai commencé depuis très, très longtemps. Vous êtes jeune. On a compris. Il s'est passé beaucoup de choses avant la naissance de Gestor, donc ceci explique cela. Okay. Mais bravo pour ça. Très bien. La dernière fois au Gabon, c'était quand? La dernière fois au Gabon, c'était en 2012. Oula. Ah ouais, quand même. Quoi, 12 ans? C'est ça. Et en 12 ans... quelle est la vibe, quelle est l'atmosphère dans le pays maintenant que tu es revenu? Parce qu'on sait que pour X et Y raisons, tu n'as pas pu rentrer chez toi, mais vraiment depuis que tu es là, comment est-ce que tu te sens? Quelle est la lecture que tu fais des Gabonais, de l'atmosphère dans laquelle ils vivent dans leur propre pays? Alors, disons que comme je vais pas être très objective parce que je suis tellement contente d'être là. Donc, tout pour moi est parfait. Et je suis venue d'abord pour des raisons familiales. Donc, l'ambiance est très, très familiale. Ma présence dans les médias est très,
C'est pas ce que je suis venue faire principalement. Mais je suis dans les médias parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Et puis, les gens de médias aussi, je ne pouvais pas venir sans venir vous voir. Exactement. Ça n'aurait pas été poli de ma part. Exact. Donc, pour l'instant, l'ambiance c'est très familial. Les gens sont très chaleureux. Il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent dans la rue. Ouais, ça c'est bien. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Donc, ça se passe très, très bien. Je suis contente de voir ma mère, celle qui m'a fait venir ici. Je dors avec elle. Oh, c'est magnifique. Donc, tout se passe très bien. Voilà. Très bien. Soloboni, tu as certainement des interrogations. Avant qu'on évidemment. Avant qu'on ne parle de son. Avant qu'on ne parle de son. Déjà, je pense qu'on peut dire le mot, c'était un peu l'exil pour Tita. Oui. Et quand on sait qu'il y a eu des chanteuses comme Myriam Makeba qui ont passé 30 ans en dehors de leur pays, est-ce qu'à un moment donné, Tita s'est dit peut-être que j'aurais pas dû dire ça, ou bien peut-être que j'aurais pas dû prendre position parce qu'elle a regretté ma famille. Parce que j'imagine que 11 ans sans pouvoir voir sa famille, c'est compliqué. Compliqué. Je vais vous surprendre, non. Parce que j'ai totalement assumé et je suis très, très fière de tout ce que j'ai fait. Je ne regrette rien. Je vais vous dire quelque chose. J'ai appelé ma mère. Ma mère, elle est vieille maintenant. Je l'ai appelée et je lui ai dit, maman, si tu meurs là, je ne viendrai pas à ton enterrement. Je préfère te le dire. Et je lui ai promis que je viendrai après 2023. Parce que pour moi, après 2023, c'est la vilaine phase de 2016 qui se fermait. Et j'ai pris psychologiquement des distances avec le Gabon institutionnel. J'ai pris le temps de me débarrasser de ça. Donc, je me suis dit, je me prépare d'abord psychologiquement pour aller en tant qu'étrangère au Gabon. Et d'ailleurs, le fait, je suis venue en tant qu'étrangère là au Gabon, j'ai un visa pour venir ici. Donc non, je l'ai pas mal vécu. J'ai prévenu ma mère que si elle mourait là, dans cet intervalle-là, je n'allais pas venir à son enterrement. Elle le savait. J'avais réglé ça avec elle. Certainement, de ma famille le savait. Donc, s'il fallait que ça dure 20 ans, ça allait durer 20 ans. Parce que quand j'ai une idée en tête, j'ai des trucs à défendre, moi, je vais jusqu'au bout de ce que... Donc, je ne regrette rien. Très bien. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas avoir, c'était très clair. Mr. Wiz, tu as certainement une interrogation Oui, moi, j'ai beaucoup d'interrogations. J'ai même fait des notes et tout ça. Des interrogations qui sont plus portées sur le son. Et comme on n'en a pas encore parlé, donc... allons-y. Ou bien on y va. Ok, la première question, c'est la suivante. Alors, Titan Nzebi, c'est depuis 2006 que l'aventure a commencé dans la musique. Alors, 18 ans après, déjà comme ça, quel est le bilan, on va dire, du parcours aujourd'hui? Comment est-ce que Titan Nzebi, en regardant en arrière, quel est ce qui lui vient à l'esprit? Waouh, j'ai fait tout ça. C'est ce qui me vient à l'esprit. Ouais. Et 2006, c'est l'aventure solo parce que j'ai commencé bien avant. Bien avant, en plus. Est-ce que vous connaissez la danse Lungwala? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez observé que beaucoup de gens dansent Lungwala aujourd'hui, même au-delà des frontières gabonaises? Je fais partie de ceux qui ont lancé cette affaire-là. En chant ou en danse? En chant. Je suis une très vilaine danseuse. Je suis une très vilaine danseuse, mais la chanteuse, c'était moi. Okay. Et donc, j'ai commencé à Mouyanga, puis on a créé Ngumi. Et le premier album qui a fait connaître Lungwala à tous les Gabonais, c'est moi qui l'ai chanté. Donc, toutes les chansons, Donc, quand je vois les gens chanter Lungwala... Un classique, par exemple, ça donne quoi? Le morceau le plus connu de cette époque-là? Je crois que vous connaissez le... Oh, le Bédéo. Oh, Lubana. Oui. Ouais, classique, oui. Asonga, le Bédéo. Oh, Lubana. Ah ouais, voilà. C'est bon. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, c'est comme ça que... Donc, déjà, ça, de me dire que j'ai participé, parce que nous étions plusieurs à faire ce travail-là, de me dire que j'ai participé à quelque chose qui a donné ça au Gabon, ça pouvait s'arrêter là, quoi. Et quand je vois ce qui se passe avec ma musique, donc parcours solo à partir de 2006, où je crée l'entité artistique Titan Nzebi, à partir de 2006, et quand je vois tout ce qui s'est passé et comment les gens me regardent, la valeur que les gens m'accordent, c'est juste incroyable. C'est vraiment... c'est grandiose, quoi. Et quand je pense que j'ai fait tout ça avec mon propre label, en n'ayant pas la grosse équipe... derrière, si les gens savaient comment ça se passe derrière, c'est juste... Et quand je vois le résultat, moi, je suis très, très fière de ce que j'ai fait. Et vraiment, aujourd'hui, cette carrière, si elle s'arrête maintenant, je n'aurai aucun regret. Parce que j'ai fait. Voilà. Ouais. Moi, j'ai envie de commencer par dire que si on doit faire... S'il y avait un système de droit d'auteur qui fonctionnait dans ce pays... elle serait riche. Tita serait sans doute milliardaire. Parce que tout le monde connaît la chanson Le Samakan qui passait tout le temps sur la télévision nationale.
Bon, moi, j'ai envie de savoir comment ça s'était passé. Comment la chanson s'est retrouvée à être le spot à passer. Est-ce qu'il y a eu une autorisation? Est-ce qu'il y a eu une demande? C'est quoi le secret? Comment ça s'est passé? Le secret, c'est le même que pour toute la musique. Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Et dès que c'était mon premier maxi single, Bismith, quand il est sorti. Ils ont pris cette chanson, je ne sais pas qui a pris la décision, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais il se trouve que ma chanson est passée tous les jours et ça continue. En fait, ça fait plus de... ça fait une dizaine d'années quand même. Ma musique est diffusée dans une chaîne de télévision tous les jours, à des heures de grande écoute. Je n'ai strictement rien fait. Avant et après le journal. Je ne sais pas qui a fait. De 13h et de 20h. Mais voilà, donc je ne peux pas expliquer. C'est ce que j'appelle, je parle souvent de ça avec les gens, j'appelle ça la mystique de la musique. Et ça m'a appris à ne pas me prendre la tête. Mon travail s'arrête en studio. À la création. À la création. Je crée, je vais en studio, j'enregistre. Et souvent, quand je travaille, j'ai ce geste-là. Je laisse partir. Et ce qui se passe ne dépend absolument pas de moi. Voilà. Oh, alors, donc on voit que vous êtes une personne quand même assez réaliste. Je ne sais pas si c'est l'impression que les autres ont, mais de ce que j'écoute, très très réaliste. Et d'ailleurs, ce réalisme, je l'ai constaté lors d'une interview que vous avez faite. Vous avez dit, moi, je ne suis pas une artiste populaire. Enfin, moi, j'aimerais que vous nous expliquiez, que vous nous en dites en fait un peu plus. Vous n'êtes pas une artiste populaire. Avec un morceau bien connu. Voilà, en fait. Vous allez même plus loin. Vous dites, en fait, vous n'adhérez même pas à l'être. Voilà, donc expliquez-nous un peu ça. C'est quoi la démarche? Les artistes populaires, pour moi, parce que chacun a sa définition des mots et des concepts, ce que j'entends par artiste populaire, c'est cet artiste qui va mobiliser des foules, qui va faire des choses pour remplir des grandes salles, pour faire des choses forcément grandioses et qui vont rendre milliardaires, et etc. Ce n'est absolument pas ma démarche artistique. D'accord. D'abord, je n'ai jamais voulu chanter, je ne rêvais pas de ça. Moi, je voulais être journaliste, avocate. J'ai fait les relations internationales, je me voyais à l'UNESCO, etc. Des choses comme ça, c'est ce que je voulais faire. La musique, je fais la musique pour défendre, parce que je veux le transmettre, et pour faire connaître un patrimoine culturel. Quand j'ai commencé à faire cette musique, j'ai commencé donc dans les groupes Mouyanga. Plein de gens sont venus me dire, mais pourquoi tu fais ça? C'est la musique du village. Ça ne t'apportera jamais rien. C'est ridicule. J'ai tout entendu. Et puis, je venais d'avoir mon bac. Il m'a dit, mais tu viens d'avoir ton bac, tu es une intellectuelle, ok, avec le bac, pourquoi pas, je prends. Tu es une intellectuelle, et une intellectuelle ne peut pas faire ce genre de choses. Quelqu'un m'a même dit, ce n'est pas à toi de danser pour les gens. Ce sont les autres qui doivent danser pour toi. Et parce que tu es qui tu es. Et j'ai eu envie de lui dire, mais tu sais, papa, c'est parce que je suis qui je suis que justement, il faut que je fasse ça. Parce que si je ne le fais pas, il y a personne d'autre le fera. Et moi, j'ai envie de le faire. Voilà, c'est pour ces raisons-là. Donc, ce que je fais, je ne recherche pas forcément à devenir quelqu'un de connu. Même si, de toute façon, par la force des choses, je le deviens. Je suis ravie de voir qu'il y a des gens qui connaissent ma musique, qui ne connaissent pas mon nom et ne connaissent pas ma tête. Exact. Ça me convient parfaitement. Ça me convient parce que c'est pas pour ces raisons-là que j'ai fait. Je me suis pas dit, je vais avoir de l'argent, je vais être populaire. C'est, je vais faire du mieux que je peux pour faire connaître ça. Donc, en fait, l'aspect commercial et financier, c'est pas important. C'est pas important et je préfère ne pas me prendre la tête avec ça. Parce que ça va devenir un problème. Parce que quand je vois tout ce que je dépense pour faire des choses, si je me dis, il faut que je gagne de l'argent, si je calcule comme ça, déjà, j'arrête de faire ce que je fais. Déjà. Parce que je vais essayer de faire des choses plus commerciales. Et il y a des techniques pour faire ça. On va te dire, bon, ben, plutôt cette chanson-là, on va plutôt arranger la chanson comme ça, parce que ça va donner ce résultat-là. Moi, je ne travaille, je me dis pas, je fais quelque chose pour donner ce résultat-là. Moi, j'écoute ma musique. Et je me dis, ça m'amène là et je fais. Je ne me pose pas la question de savoir si ça va plaire ou pas. Ça va plaire à un public, est-ce que, comme ça? Est-ce que ce n'est pas une vision radicale de la musique? Non, je pense que ça devrait être la vision normale de tous les artistes. Pardon. Ça va être difficile de faire comprendre ça aux gens. Pardon. Ça devrait être la vision normale si vous voulez profiter de ça. Parce que moi, la musique m'apporte énormément de choses. C'est pas seulement... C'est même pas un métier, en fait. C'est une passion. Et c'est même un art de vivre. Parce que ça m'a appris l'humilité et la patience, la musique. Ça m'a appris à semer en sachant pertinemment que je ne vais peut-être pas voir le résultat de ce que j'ai semé. Donc, je sème. Je fais justement ce geste. Je sème. Et ce qui arrive ne me regarde pas. Je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Donc, quand on affiche ma musique à la télévision gabonaise pendant 10 ans, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Et j'ai une amie qui m'appelle, elle était au Congo. Elle m'appelle, mon Dieu, ton manager est très fort. Je dis, qui? Elle me dit,
tiens, un manager me dit, à mon hôtel, je suis dans un grand hôtel au Congo, Brazzaville, je crois. Et tous les jours, ton clip passe dans le hall de l'hôtel. Comment tu as fait ça? J'ai dit, je n'étais un peu au courant, merci de me renseigner, je ne savais pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans cet esprit que je travaille. Je dis, je fais, je laisse faire, et puis advienne que pourra. Tu as parlé de quelque chose de très important au début de cet entretien. C'est que tu fais d'abord de la musique pour promouvoir un patrimoine. Oui. Et aujourd'hui, des artistes comme toi, comme Seba, comme Pamela, qui ont un certain âge, sont un peu les héritières de ce son qui est en train de disparaître, en fait. Et quel est le regard, justement, que tu portes sur la situation? Et comment est-ce qu'on pourrait remédier à ça? Je pense qu'on ne peut pas... Quand on dit qu'il faut remédier à ça, c'est comme s'il fallait mettre des actions pour amener les gens à faire. Bon, ça fait partie de ce que j'appelle l'humilité et la patience. On ne peut pas forcer les gens à faire quelque chose. Un artiste ne peut faire que ce qu'il a reçu. Donc, si vous avez un jeune artiste qui vit dans un certain milieu, qui a écouté certaines choses, vous ne pouvez pas lui demander d'aller chanter en Nzebi parce qu'il ne connaît pas cette langue. Vous ne pouvez pas lui demander d'aller faire ce que je fais moi, parce que moi, je suis née à Ambigou, j'ai grandi à Ambigou, donc j'ai un certain bagage culturel que cet artiste n'aurait pas. Donc, on ne peut pas... Enfin, je ne peux pas remédier à ça, je ne pense pas comme ça. Moi, je fais juste. Et puis après, si ça peut inspirer, ça dépend de quelqu'un, quoi, de chacun. Mon devoir à moi, c'est de mettre à disposition. Après, chacun fait ce qui lui plaît. Mais je réponds toujours aux jeunes qui viennent me voir. Moi, j'ai inspiré d'autres personnes maintenant qui chantent dans leur langue parce qu'ils m'ont vu faire. Tant mieux, j'ai réussi. Mais je ne suis pas allée obliger quelqu'un à faire quelque chose, quoi. Il faut que les gens se sentent libres. L'artiste a besoin de liberté. C'est sa plus grande force. C'est pour ça que je disais, ça devait être le parcours normal de tous les artistes. Laissez faire. Ça vous donne une liberté artistique, mais qui est grande, quoi. Mais bon, ça vous remplit pas votre compte en banque et ça, c'est un problème. Ouais, c'est compliqué. C'est à vous de voir. Alors, Titan Nzebi est maintenant au Gabon. Enfin, peut maintenant venir au Gabon. Yeah. Sauf si les gens là m'embêtent. Non, ils vont pas t'embêter. On a le numéro du grand. Sauf si les gens là, nous refont la même chose. Il n'y a pas de souci, je recompose Dictature Inavouée. Dictature Inavouée, volume 2. Mais sinon, oui, je peux maintenant venir au Gabon. Est-ce qu'on peut savoir à quand un spectacle, une tournée de Tita Nzebi deux au albums Gabon qui n'ont pas été défendus. N'est-ce pas? Ces 2 albums, je pense que le spectacle, là, ça va être 4 heures. Hein. Surtout que je peux rester 4 heures sur scène. Ça c'est pas un problème. Hein. Une fois que j'y suis, j'y reste, il n'y a pas de problème. Alors, je vous disais que je suis producteur de mes œuvres. Et quelqu'un a dit que j'étais réaliste. Je suis très, très réaliste. J'ai les pieds sur terre. Je ne peux pas vous dire, je vais faire ce spectacle demain, parce qu'en tant que producteur, manager, attaché de presse, tout ça moi-même, tourneur, je connais le métier. Donc, si je vous dis aujourd'hui que dans 3 mois, je fais le concert, je vous raconte un gros mensonge. C'est faux, c'est archi faux. Parce que je sais ce que ça demande comme investissement. Et ce premier concert, je tiens à le faire avec mes musiciens qui m'ont toujours accompagné parce que je sais, c'est une boucle. Il y a des très bons musiciens au Gabon. Hein. J'ai vu au concert de Pamela, le niveau est très, très haut. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai conçu une histoire avec ces musiciens-là. Ce premier concert-là, je ne monte pas sur scène sans eux. Donc, je fais venir toute une équipe de France. Wow. Donc, multiplier le nombre de billets d'avion. OK? Donc, les billets d'avion... Sans le ministère de la Culture nous regarde. Il faut compter les chambres d'hôtel. Et moi, quand je travaille avec mes musiciens, jamais je n'ai fait travailler quelqu'un qui n'a pas été payé. C'est un principe pour moi. Avant que mon musicien ne monte sur scène, il est payé. Donc, je ne peux pas me dire, fais, et puis les gens... Mais tu sais, au Gabon, les gens vont... Non. Ça doit être fait d'abord. Tout est budgétisé. Tout est fait. Quand je monte dans l'avion, je sais que toutes les personnes que je mobilise, tout est réglé, quoi. Et quand je monte sur scène, c'est tranquille. Donc... Je me dis dans 1 an ou 2, si je fais ça comme ça. Maintenant, si je gagne le loto, on fait ça demain, il n'y a pas de problème. Les musiciens savent jouer, il n'y a pas de problème. On va aller bousculer la bouteille pour le loto. Bon, Tita, tu as cette caméra-là. Oui. Un mot de fin à l'endroit, c'est celle-là, à l'endroit de toutes les personnes qui nous regardent et qui te soutiennent depuis la première heure. Ces personnes qui me soutiennent et qui me regardent sont incarnées ici par 2 personnes là, qui sont par là. Ces 2 personnes font partie de cette famille que je me suis construite sur les réseaux sociaux. Parce qu'on se rencontre tous là, on s'est vu au concert de Pamela. Et c'est à cause de vous, des gens que vous incarnez ici, que je suis là dans les médias, parce que je ne peux pas venir vous dire merci pour tout ça, parce que j'ai vraiment gagné une famille quoi, sur les réseaux sociaux, grâce à vos interactions, à vous, tout ce que vous dites. Et oui,
ce mot, c'est juste un merci et bravo encore à Gestor Media pour ce que vous faites. Et désolé de ne pas être sur World Media. Ça viendra. Il y a beaucoup de gens qui tout ce qu'ils me disent sur les réseaux. Pourquoi tu n'es pas sur Gestor? C'est juste parce que je fais la musique depuis longtemps. J'ai un contrat de distribution qui est compliqué. C'est de l'administratif, des papiers à faire. Je ne peux pas tout faire toute seule, quoi. Voilà, donc c'est pour cette raison. Gestor va se charger de ça. Contacte mon distributeur. Donc le mot de fin, c'est ça. C'est un mot, c'est un merci, vraiment. Vraiment, et merci pour toute la famille que j'ai gagnée grâce à la musique. Très bien. C'est sur ces mots. J'ai envie de... On va dire bye bye. La famille, nous étions avec la grande, l'immense Titane Zebi. On se retrouve en deuxième partie pour la deuxième partie de l'émission, bien sûr, le Gestor Show. Continue. Sur Gestor Media, vous regardez le Gestor Show, deuxième partie de l'émission. L'équipe a un tout petit peu, enfin pas vraiment changé, il y a eu un changement. Hein. Le mercato. Ouais, on fait pas vraiment le mercato, c'est juste un joueur qui est sorti et toi tu es rentré. Mais quand je suis là, c'est le mercato. Oh, comment? C'est quoi ta valeur maintenant? Tu as payé combien de centaines de millions de... Quand je suis là, je rehausse l'émission. Oh! C'est ça ma valeur. Le mercato, le changement payant. No comment. Non, ça... Abdel Jawad nous a rejoint. Mais tu boudes ou quoi? Moi, j'ai rien dit. Mais alors, Abdel Jawad nous a rejoint. si vous boudez, bon, moi je pars. Abdel Jawad, non, oui, ok. Oh, c'est plus le mercato. Mais qui a parlé, gros? Abdel Jawad, c'est un peu comme le striker au King of 2000, tu vois. Je suis jamais un striker. Enfin, tu es le striker, puisque tu es dans la team. Quand on choisit le joueur, tu es dedans. Mais on t'appelle. Mais le striker, il ne joue pas. Quand on l'appelle, il vient, il fait son truc et il part. Oui, mais le striker, c'est que genre le striker, c'est genre le striker, c'est genre le boa, celui qui ne peut pas taper. Il est boa, man. C'est pas qu'il est boa. En tout cas, le striker, c'est le joueur avec lequel tu ne veux pas jouer, mais tu veux juste qu'il vienne faire un petit truc. C'est le boa, c'est le remplaçant. Genre Denilson au Brésil, man. Non, Manny Denilson était fort. Ouais, Ladies and gentlemen, est-ce qu'on peut revenir sur terre? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour moi? Applaudissez-moi. Ouais, faisons action de bruit pour Abdel Jawad. You already know, the dark skin boy. You already know. Tu sais, man. Bon, allez. Bon, vous m'avez fait venir pourquoi? Oui, parce qu'il faut qu'on parle d'un sujet important. Qui te concerne? Oui, qui te concerne. Et que, comment ça? Ben oui. Parce que... Qui concerne tous les Gabonais. Oui, parce que tu es noir comme minuit, man. Oh! J'ai voulu la placer. Et aujourd'hui, le couvre-feu s'arrête. Voilà, il y a cette histoire de couvre-feu, donc on n'arrive plus à bien enjoy. J'ai voulu la placer, c'est dégueulasse, mais c'est facile. Raciste. Non, mais pas du tout. C'est pas du tout raciste. Ouais, mais il est moi, dark skin. je suis dark skin et puis ça. voilà. Voilà. Elle était bonne, elle était bonne. Comment tu l'as placé? Tu veux que je te rechante la chanson de Daniel Wood. Daniel Ouais, Wood. vous avez un Vivine, Divine, Voilà. Non, c'est pas possible. Les Vivine, ils sont beaux. Alors. Voilà. Très bien. Allez, on va parler d'un sujet important. Ça fait 6 mois exactement que le CTRI a pris le pouvoir. Et Ça doit faire 6 mois le 31 février. Ouais, mais nous sommes déjà en février. Mais il n'y a pas de 31 février. Oh, c'est trop fort! Donc, ça fait 6 mois exactement que, que le couvre-feu est en vigueur et ça commence à devenir difficile, surtout pour les personnes qui officient dans le secteur de la nuit. Et donc, on a vu les tenanciers, les propriétaires de ces lieux de distraction là, nocturnes, monter au créneau pour dénoncer une baisse suffisante et significative de leur chiffre d'affaires suite à la mise en vigueur du couvre-feu. Alors, aujourd'hui, à quand la levée de ce couvre-feu qui asphyxie de plus en plus certaines familles? Moi, je veux d'abord que tu retires ce que tu as dit, les tenanciers de... C'était quoi
Des activités nocturnes. Dénoncer propriétaires. Des bars et boîtes de nuit. Non, mais c'est des entreprises. Ouais, c'est des entreprises. Oui, mais tu n'as pas présenté ça comme étant des entreprises. Tu as dit des activités nocturnes. Ouais, c'est vrai. Non, ce sont des entreprises. Il y a des gens qui ont un personnel, il y a des personnes qui c'est travaillent. des entreprises légalement constituées qui sont reconnues d'utilité publique comme étant, et par justement l'administration et la loi gabonaise comme étant des entreprises à part entière. Exact, et qui doivent justement s'acquitter de leurs taxes. Qui s'acquittent de leurs charges. De leurs charges et de leurs taxes, etc. Voilà. Très bien. Donc, messieurs, quel est le regard justement que vous portez sur... Est-ce que le couvre-feu n'a que trop duré? Est-ce que, je sais pas, est-ce que le couvre-feu... Est-ce que le CTR, il ne devrait pas assouplir la chose, enfin... trouver des voies et moyens justement pour que ces entreprises-là ne ressentent pas trop le poids que ce couvre-feu a sur leurs finances, sur leur chiffre d'affaires. Solomoni ou Wills, toi qui es... Moi, je suis un peu partagé parce que je pense que tout le monde doit faire des sacrifices et peut-être que ça, c'est le sacrifice que eux doivent faire parce que le pays est en plein renouveau. COVID, hein. Non, mais la Covid, c'est un cas exceptionnel et la Covid, ça concernait le monde entier. Donc le pays est en plein renouveau et qui parle de renouveau parle de remettre les choses à plat, balayer un peu tout ce qu'il y avait comme désordre. Voilà, et peut-être, je pense que c'est la raison du couvre-feu, ça nécessite que la police sécurise la ville, en tout cas le pays. Après minuit. Après minuit. On dirait Batman. Gotham City, mon gars. Parce que quand il y a un coup d'État, en tout cas pour ceux qui sont à l'extérieur, comment je vais dire ça? C'est qu'il y a une certaine forme d'instabilité. Exact. Donc, des velléités de... Hein? Donc, l'armée a besoin de protéger les frontières pour s'assurer qu'il n'y a pas de gens qui veulent profiter de la situation pour venir faire le désordre, même à l'intérieur du pays. On sait qu'il y a des gens qui ont été chassés du pouvoir, peut-être par esprit revanchard, auraient envie de faire du désordre. Donc, l'armée, oui, l'armée doit sécuriser le pays. C'est que parce que Solomoni parle de désordre, en fait. Non, voilà. L'armée doit sécuriser le pays, s'assurer qu'il n'y a aucun problème, que le pays, que les populations ne risquent aucun problème. Donc, le couvre-feu est nécessaire. Maintenant, je comprends la situation de ces entrepreneurs-là. C'est peut-être à l'État de voir comment les accompagner, peut-être diminuer les charges. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Ouais, surtout par rapport à la mairie, etc. Il n'y a pas que la mairie, parce que les charges restent les mêmes, en fait. Les salaires. On réduit votre fonctionnement, votre activité. Donc, du coup, je pense que comme on a coutume de dire chez nous, les mesures d'accompagnement, il faut, quand il y a des décisions comme ça, le coup d'éclat, le coup de liberté, nous tous, on doit contribuer à ce que cette transition-là se passe bien. Exactement. C'est vrai. Mais aujourd'hui, ça fait 6 mois. Et 6 mois après, tu vois, c'est quand même un peu embêtant. Et je me mets pas forcément à leur place, mais avec du recul, c'est quand même un peu embêtant quand tu vois que pour les fêtes de fin d'année, le couvre-feu a été levé. Tu vois, le couvre-feu a été levé et puis réinstruit quelques temps après que les fêtes de fin d'année soient passées. Donc on se dit que, donc ils peuvent se dire en fait que, mais si le couvre-feu peut être levé pour une période, pourquoi ne pas le lever définitivement? Ne pas le lever définitivement, tu vois. Et prendre les mesures conséquentes. Parce que là, on se retrouve dans une situation où il y a, sans même le vouloir, peut-être vraiment de façon vraiment... dommage collatéral. Ouais. Oui, de façon vraiment peut-être pas pensée ou voulue. Il y a certains secteurs d'activité qui se retrouvent avantagés et d'autres lésés. Exact. Et les secteurs d'activité lésés, ce sont ces activités nocturnes. Tu
Tu vois, comme les boîtes de nuit, comme les autres établissements en fait qui fonctionnent, qui font le plus gros de leur chiffre d'affaires en nocturne. Exact. Voilà, parce que ces entreprises-là ne tournent plus réellement ou sinon normalement, alors qu'il y a encore alors que les entreprises qui tournent de 5h ou de 6h à 18h ou bien de 6h à 22h, 23h tournent normalement. Donc il y a une catégorie, il y a des activités qui se retrouvent, qui tournent normalement et une autre catégorie qui se retrouve lésée dans tout ça, et alors que les charges restent les mêmes. Tu vois. Ouais. Mr. Moi, je pense que, effectivement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et puis, par rapport à ce couvre-feu, on n'a jamais vraiment eu de communication de la part des autorités sur le fait de le mettre en place ou le fait de le pérenniser. En gros, c'est comme ça. Il n'y a pas une lecture claire sur... voilà, il n'y a pas une lecture claire. Alors, est-ce que ça va s'arrêter dans 1 mois, 2, 6 mois, 1 an, enfin... Exactement. Bon, alors, on imagine bien que c'est pour des questions sécuritaires au vu de ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que ça ne suffit pas. D'autant plus que, comme vous l'avez bien rappelé, il y a des secteurs qui sont donc lésés. Et aujourd'hui, les personnes, ou du moins les propriétaires, ces Gabonais qui ont des entreprises qui travaillent de nuit, se retrouvent véritablement dans une difficulté comme pas possible. Mais moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, je pense que autant on félicite évidemment le coup de libération et tout ce qui s'ensuit, autant si on n'a pas d'explication claire, il faut lever ce couvre-feu parce que ça sert strictement à rien. Je parle de l'intérêt des Gabonais. Je m'explique. Je m'explique. Dire que ça sert strictement à rien, Je c'est... m'explique. Mais laisse-le venir. Ok. Je dis ça ne sert à rien parce qu'on n'a pas eu d'explication claire par rapport à ça. Et aujourd'hui, ce que le Gabonais voit, c'est d'abord l'impact que ça a directement sur son quotidien. Il n'a rien à cirer. Quand tu lui parles de je ne sais pas trop, sécurité ou quoi que ce soit, si tu n'apportes pas des éléments de réponse, il est en droit de se poser cette question. Mais s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien sur la table, tu n'as pas le temps de t'acheter à manger. Alors, En moi, plus, moi, je pense... Non, je veux quand même dire qu'il y a pas... On n'a pas à forcément... donner une explication, c'est clair. C'est un coup d'État. Non, c'est Attendez, j'ai l'impression que... Pourquoi c'est pas clair? Non, on ne se rend pas compte que c'est vraiment un coup d'État. Non, écoute. On parle de coup de liberté, mais c'est un coup d'État. Et qui dit coup d'État dit que pour certaines personnes, le Gabon est instable. Et si le Gabon est instable, c'est parce qu'on a la chance de ne pas avoir des voisins comme ceux de la RDC qui pourraient se dire, ah, comme ceux-là, il n'y a plus de président là-bas, on va aller attaquer pour aller... Dans ce cas, donc, il faut sécuriser le pays. Donc, le coup d'État est nécessaire. Dans ce cas, en décembre, tu fermes peut-être, tu continues dans ça. Non. Tu ne libères pas en décembre. Non, mais c'est exceptionnel. C'est justement c'est exceptionnel. Moi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que ces entrepreneurs-là doivent interpeller les autorités pour un accompagnement. Mais pas demander de stopper le coup d'État. Oui, Abdel Jawad a quelque chose à dire par rapport à... Je n'ai même pas terminé. Oui, Abdel Jawad va intervenir, on va écouter ça. Alors, moi, pour aller dans le sens de Wills, en fait, ça ne touche pas seulement les entrepreneurs, ça touche tout le monde. Parce que le chef d'entreprise, il a son entreprise qui travaille de nuit, mais ce sont des Gabonais qui sont employés dans cette entreprise. Si ton activité ne tourne pas normalement, tu es obligé de prendre les mesures pour alléger en termes de charges. Et ça, on parle là de licenciement, on parle là de turnover, de tout ça. Et ça fait qu'un Gabonais qui travaillait et qui arrivait à se nourrir, à vivre convenablement, se retrouve du jour au lendemain au chômage parce que justement l'entreprise dans laquelle il travaille est en baisse d'activité, obligée de réduire, de prendre. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Voilà, donc et avec la vie chère là, les prix avec la vie chère, on parle aujourd'hui de vie chère. Mais voilà un cas pratique, on parle de vie chère aujourd'hui. Le pouvoir des ménages est de plus en plus faible. Si on prend le cas, par exemple, des tenanciers, en tout cas des gens qui ont des bars et des boîtes. Ils sont obligés d'augmenter les prix, peut-être. Tu as d'abord Sobraga, qui de base a déjà augmenté ses prix. Ce qui fait qu'il y aura forcément moins de clients, puisque quelqu'un qui consommait à 1000 francs aujourd'hui sera obligé de consommer à 1500. Exact. Et tu sais qu'il faut encore fermer à 22h. Est-ce qu'on se rend compte de l'effet cumulatif, en fait, que tout ça... Je suis d'accord avec tout ça. Je suis d'accord avec tout ça. Mais s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de bar, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'entreprise. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte que même le sujet de la vie chère, c'est un sujet qui était déjà sur la table, mais qui a été remis au goût du jour depuis qu'en fait, on est dans ce système. Mais bien sûr.
de couvre-feu. Ouais, bien sûr. Et comme disait Will, c'est important que les autorités fassent des communications. Voilà. C'est important que les autorités expliquent le couvre-feu. Voilà. Bien fondé. Il a été instauré à telle période pour une prévision ça. de temps pour tant de temps. Et que ils mettent en place des mesures d'accompagnement. Parce qu'on comprend que voilà, tous les Gabonais ne travaillent pas uniquement de 6h ou bien de 8h à 15h. Il y a une autre catégorie d'entreprises qui ont un autre secteur d'activité qui travaillent de 18h à 5h, de 18h à 5h. Et comme aujourd'hui, les choses sont comme elles sont, voilà ce qu'on prévoit pour vous alléger. C'est tout. Comme ça a été fait pendant la Covid. Pendant la Covid, c'est vrai que c'était... C'était à Valaisie. C'est vraiment... Bon, on va dire sur le papier, il y avait... Dans l'exécution. Voilà. Dans l'exécution, c'était à Valaisie. D'accord. Et sur le papier, il y avait... Sur le papier, il y a des choses qui se sont dites. Et lorsque les chefs d'entreprise, les tenanciers d'entreprises nocturnes se sont réunis en collectif, ils ont fait des propositions, ils ont été écoutés et ils ont discuté. C'est d'ailleurs la même chose qu'ils ont fait. Voilà, là, non, ils ont fait juste communication. Il n'y a pas encore eu de réel contact, en tout cas pas à ce que je sache. Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de réel contact. Donc, du coup, il serait important, lorsqu'on instaure ce genre de choses, de communiquer, d'expliquer aux gens que voilà, en prévision, voilà, ça part d'août à telle période, parce que ça. Mais pour ça, comme on va pénaliser une certaine catégorie, on va faire ceci, voilà les mesures d'accompagnement, ou bien on est ouvert à la discussion pour pouvoir trouver des solutions qui arrangent tout le monde. Exactement. Ça, c'est important. Non, je suis d'accord. Obligatoire. Il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, au vu de la situation actuelle, ça semble juste inévitable. Je pense qu'il faut que les autorités rentrent en contact avec... Le ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur. Oui, le ministère de l'Intérieur. Les autorités compétentes rentrent en discussion, justement, pour régler cette situation. Et tu vois que, justement, le revers de la médaille de ce genre de situation, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup d'entreprises, sinon d'activités de gens qui ont des entreprises qui sont dans ce secteur d'activité-là, qui se mettent à faire de l'illégal. Tu vois, qui ouvrent alors que elles sont censées être fermées et on se retrouve à avoir des résultats comme des descentes de l'Iveco et des décès. C'est ça qui entraîne tout ça, parce qu'il n'y a pas de réelle visibilité, il n'y a pas de réelle communication. Donc, chacun va essayer de tirer de son côté. Eux, ils vont tirer de leur côté pour pouvoir arrondir leur chiffre d'affaires parce qu'ils sont en baisse considérable. Il y a toujours les mêmes charges. Il y a les impôts à payer, il y a les loyers à payer, il y a les salaires à payer. Et puis, voilà, ils vont ouvrir de façon clandestine. Les gens vont venir consommer les Iveco, les bastonnades, les décès. Et puis, ça crée une boucle sans fin. Et c'est ça, en fait. Ça crée même la corruption. Parce que là, le Iveco va venir et puis ils vont chercher à trouver un arrangement et ça va devenir une sorte de... le chat et la souris. C'est pas bien, tu vois. Donc, du coup, il serait serait mieux d'éclaircir tout ça, de mettre ça sur la table, de mieux communiquer pour pouvoir trouver des solutions qui arrangent tout le monde. En tout cas, vu comme c'est parti, beaucoup de Gabonais se retrouveront au chômage. Déjà, c'est clair. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est déjà clair. La vie chère. Beaucoup... Enfin, là, pour l'instant, c'est catastrophique. J'ai acheté une bouteille d'eau que j'avais l'habitude... vendredi dernier, j'ai acheté à 2000 francs. J'ai acheté à 2200 ce matin. La mayonnaise est maintenant à 2800. Mais on a l'impression que... C'est grave ce qui se fait. On a l'impression que... ou bien, je sais pas. Ça va aller, ça ne va... Oui, les vendeurs ont peut-être l'impression que c'est juste 100 francs. Quoi? Mais juste 100 francs, là. Ouais, frère. Je peux te dire que ça fait une différence. Tu vois, et tu vas te retrouver aussi dans les mêmes endroits où tu as acheté, par exemple, une boisson à 1000 francs. Et tu vas aller dans cet endroit-là. Aujourd'hui, la boisson va coûter 1500 ou 2000. Ou 2000. Ou bien, ils vont faire, comme ils ouvrent à 18h, et là, il ne ferme plus à 4h ou 5h. Il va faire de 18h à 20h la boisson à un certain prix. Et puis de 20h à 23h, avant qu'il ne ferme, ça double. Parce que, justement... Déjà que de base, il double déjà le prix. Non, et là, tu vois, ça crée juste une situation invivable pour le consommateur parce que ça retombe toujours sur le Gabonais, lambda, le consommateur. Et c'est pas bien.
ça aux personnes qui nous regardent que c'est la fin de la deuxième partie. Après, c'est la minute. Mesdames et messieurs, la deuxième partie est finie. Straight to the point. Vous allez bien? Mhm. Bien. Mais c'est comment? Faut suivre. Vous ne suivez pas. C'est la minute Afro Vibes. Vous êtes là, on dirait c'est le On deuil. te suit? C'est pas le deuil. Oh. Le coup-feu. Dans le Comme AJ Voice. Mais- dans le Gestor Show tout à l'heure, on a reçu Titan Zebi et Afro Vibes. En fait, c'est particulier cette minute parce que je ne veux pas parler d'album, je ne veux pas parler d'un artiste, quoique. Mais Afro Vibes a une histoire particulière avec Titan Zebi. Laquelle? Conte-nous encore l'histoire. Uncle, please tell us. Déjà, il faut savoir que moi, Solomoni, je découvre Titan Zebi, je rentre au collège, en 6e ou en 5e. Il y avait une émission qui s'appelait Baromètre à la RTG2. Ouais. Et elle était venue présenter son album Metiani. C'est comme ça que je la vois la première fois et que j'entends parler de sa musique. Et puis après, la vie a fait que sur les réseaux sociaux, on voit l'artiste et tout ça. Et quand je décide de créer Afro Vibes, c'est la première artiste qui a accepté de faire une interview écrite. C'est la toute première. Elle a accepté, je lui ai demandé, elle a dit oui sans hésiter. On a fait l'interview et après, elle a repartagé ça sur ses réseaux et compagnie. Et puis, elle m'a dit de jolies choses. Que vraiment, ce que Donc, tu il y a fais, vraiment c'est bien. une histoire Oui, intime. oui. Intime. Et donc, la voir là ce soir, et quand on s'est d'ailleurs vu aussi au concert de Pamela le 2 février dernier, c'était vraiment un moment particulier. Ouais, le parce que, frangin, voilà. il a les étoiles. Afro il a les Vibes, étoiles dans les yeux. Ouais. c'est tout ça aussi. Donc, Titan Zebi est de retour et sera désormais, en tout cas au Gabon. Elle fera certainement un numéro Afro Vibe. Absolument. On espère aussi qu'elle Absolument. fera un spectacle. Absolument. Écoutez sa musique, téléchargée sur les plateformes. Bientôt, on espère que ce sera sur Gestor Music. Ce sera sur Oui. Et que voilà, on pourra soutenir l'artiste. C'était la Minute Afro Abdel Vibes. Jawad, il a des avocats pour Ciao. aller discuter. Oui, mais la minute Afro Vibe, moi, me rappelle aussi la période où on organisait les Gestor Music Awards. Mhm. Ouais. Et Titan Zebi était présélectionné parce qu'il y Exact. avait une présélection. Yeah, Et ensuite, je me souviens. on a contacté les artistes. On leur a envoyé des contrats. On leur a d'abord envoyé l'idée et tout ça. Comment ce que c'était la présentation du projet et tout ça. Et ensuite les contrats et tout. Et Titan Zebi, justement, c'est cet artiste-là qu'on ne connaissait pas, qu'on connaissait juste par sa musique. Voilà. Et on a envoyé justement cette idée de projet-là. On lui a envoyé ce projet-là. Et elle a accepté sans hésiter, sans nous connaître. Elle a joué le jeu. Elle a mis une petite condition que je ne dirais pas ici, mais c'était tout à fait normal. Elle a joué le jeu. Elle était à fond. Elle a partagé. Elle a soutenu. Alors que voilà, c'était quelque chose de complètement indépendant et qui se créait, qui n'avait pas réellement. Qui n'avait pas réellement pris parce que c'était quelque chose de nous-mêmes et on voulait installer vraiment cette idée-là que c'est possible de faire les choses nous-mêmes et par nous-mêmes sans attendre que ce soit toujours un tel ministère ou bien quelqu'un qui viendrait par exemple de l'étranger pour faire des choses pour nous. Et on lui a envoyé tout, elle a accepté sans hésiter, elle a joué le jeu jusqu'à la fin, même si elle n'avait pas eu de prix, Ouais. mais au moins elle avait vraiment participé contrairement à d'autres artistes qui sont sur le terrain et qu'on connaît d'ailleurs personnellement, qu'on connaissait personnellement à ce moment-là, quoi. Ouais. Voilà. C'était l'instant sentiment manquant. La minute Afro Vibe prime Yo 2.0 Ouais, avec comme Capri. Capri, bro. Ciao. Ouais, la famille, on se retrouve vendredi prochain. Prenez soin de vous. Bye bye.